Une question directe qui a été aussi posée par des Sénégalais de la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, un Sénégalais de la diaspora a le droit de financer son parti politique? Je pense que, et c'est extrêmement important, il faut voir l'esprit de la loi. Nous sommes en 1981. Avant 1981, on avait un multipartisme qui se limitait à 4 partis. 4 partis. 81, le président Abdou Diouf arrive, les gens disent maintenant, voilà, il ouvre les vannes. Et donc, il fallait au moins légiférer pour avoir des formations politiques authentiques et citoyennes. Faire en sorte qu'aucune formation politique ne puisse avoir des fonds occultes ou qui viennent de trafic illicite. C'est ça l'esprit. La deuxième situation, c'est, comme vous l'avez dit, nous tous, nous devons travailler à protéger et à préserver notre État. Maintenant, pour le financement des partis politiques, j'ai mon idée, qui peut même différer de l'idée de ma coalition ou de mon parti. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il est grand temps, c'est la question qui a été posée à plusieurs reprises, que nous tous nous puissions nous réunir en toute sérénité pour discuter, pour échanger de comment on peut, au XXIe siècle, à l'heure où nous sommes, financer nos formations politiques. Mais en attendant cela, la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut qu'elle soit respectée. On ne parle pas d'innovation ou autre chose. On parle de la loi. Et le ministre de l'Intérieur a bien raison de faire ce rappel à l'ordre. Et moi aussi, j'ai ma lecture et mon opinion. Mais je pense aujourd'hui, je termine s'il vous plaît, je pense aujourd'hui, c'est même une question à la limite soit de morale, soit de décence. Moi, je trouve indécent que dans le contexte actuel, de première vague où notre diaspora a été éprouvée, rudement éprouvée, où le chef de l'État même a dégagé 12 milliards 500 millions pour accompagner cette diaspora. Dans le contexte de deuxième vague, où on voit ce qui se passe dans le monde, les gens même parlent de troisième vague, d'un virus qui mute, qu'une formation politique, quelles que soient ses ambitions aussi, veuille faire saigner cette diaspora et en dehors de ce qui est prévu par nos textes et règlements. Je trouve cela indécent. D'après votre lecture du texte, est-ce qu'un Sénégalais de la diaspora peut financer son parti politique? Moi, je parle pas d'un Sénégalais extérieur. Ça, je veux être clair aussi, parce que j'ai été Sénégalais extérieur. Et je vivais là-bas jusqu'à une date récente. Nous avons eu, Sénégalais extérieur, à cotiser pour prendre en charge des activités en France. Mais ce qui a été dit et fait par ce parti, qui parle de levée de fonds international, qui n'est même pas clair, que peut-être ils auront gagné quand même à clarifier ce que ça veut dire, déjà. Et peut-être aussi, demain après-demain, on peut se retrouver avec des fichiers où on va nous dire tel pays a envoyé tant de millions, tel pays a envoyé tant de millions qui viennent de tel ou tel pays, et ainsi de suite. Ça ressemble à une opération ténébreuse et douteuse. Donc, une fois de plus, comme je dis... Un Sénégalais de la diaspora ne peut pas financer son parti depuis l'étranger. C'est que la loi est claire. On ne peut pas recevoir... La loi, moi j'ai ma position, moi je dis que la loi dit de manière claire et nette qu'aucun parti ne peut recevoir de subsides qui viennent de l'étranger. Conclusion, un Sénégalais de l'étranger ne peut pas financer son parti. Mais il peut financer des activités de son parti. Au niveau local? Non, là où il est, par exemple. Mais pas que ça provienne de l'étranger pour venir au pays. Ce que j'ai dit, et c'est clair et net, c'est la loi. Donc je pense qu'aujourd'hui, laissons ces Sénégalais de l'extérieur... Le président Macky Sall lui-même il a dit avoir bénéficié du financement des Sénégalais de l'extérieur. Non, le président Macky Sall, je pense que... Je peux vous demander, non, sortez quand même ce... J'ai vu la vidéo passer. Mais vous avez écoutez la vidéo. Non, il n'a pas dit les journalistes Barkaba et Alsan Samojo. Mais la vidéo, elle existe. Vous pouvez même la repasser si vous voulez en direct. On la commente. Donc, on la commente. Voilà, le président, ce qu'il a dit est clair et net. Moi, j'étais dans la diaspora. Il y a eu des activités où nous avons cotisé, nous, par exemple, de la France, et le parti au Sénégal nous a envoyé de l'argent pour compléter. Ça, nous sommes les premiers, je ne dirais pas les premiers pour ne pas paraître un peu chauviniste ou pas. Voilà. Mais je sais que ces financements, cette contribution citoyenne, nous l'avons portée
pour accompagner le président Macky Sall dans la diaspora. Oui. Souvent, quelle quand différence il venait, avec ce que fait c'est le pas pareil. PASTEF? Mais le PASTEF, c'est une... On a dit levée de fonds, on a ouvert un compte où les gens envoient de Absolument, l'argent. dans la transparence. Non. De manière innovatrice, comme le dit le professeur Maritéunian, il était là. Oui, il a félicité le PASTEF. Le professeur Maritéunian, je le connais, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est un professeur, c'est un intellectuel de haut niveau qui accepte ce qu'on appelle le contradictoire, le principe du contradictoire. Il peut apprécier peut-être, comment il s'appelle encore, l'innovation. Il peut voir ça comme une innovation. Mais je dis toute innovation, surtout dans ce contexte, dans ce cas précis, doit une fois de plus se faire dans la sphère qui est protégée par nos textes. Ce sont les textes qui nous protègent. Moi, je ne vois pas uniquement l'innovation. Moi, je vois les dangers que cela peut provoquer dans nos pays. Surtout quand on parle, avec quand le on cas parle, du PASTEF, cela se passe dans la transparence, non, il y a un compte qui est ouvert, il y a la traçabilité. Mais donc ce que je pense d'abord, aucune nébuleuse dans cette affaire. Ça, c'est vous, ça n'engage que vous. Moi, je dis une fois de plus, je ne parle même pas de PASTEF ou dans notre parti. À commencer même par mon propre parti. Je pense que l'urgence aujourd'hui, et s'il y a urgence, c'est vraiment de poser le débat, sans passion aucune, sans esprit partisan, mais en toute sérénité. On puisse réfléchir et qu'on pose la question des financements publics et privés des partis. Moi, je suis partisan de cette démarche. Ça, c'est une conviction profonde en moi. Mais en attendant ce jour, respectons scrupuleusement la loi. Et la loi, elle est claire. Mais comment on veut être démocrate et quand ça m'arrange, je dis oui, je vais forcer, et quand ça n'arrange pas, je dis non, je ne fais pas. Le débat du statut de l'opposition a été posé. Nous avons entendu des leaders de ce parti dire, écoute, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, c'est légal aujourd'hui. Il dit non, ça ne nous concerne pas. Et quelque chose qui est illégal, jusqu'à la preuve du contraire, on veut impérativement le poser sur la table et l'imposer. Ça ne se passera pas parce que nous sommes dans un état de droit. Et le ministre de l'Intérieur a bien raison de rappeler les contours de la loi. Parlons à présent de la deuxième vague, ou bien de la première vague de la pandémie de Covid-19 et cette aide de 12,5 milliards de francs CFA qui a été allouée à la diaspora sénégalaise. Il y a beaucoup de Sénégalais de la diaspora qui se sont beaucoup intéressés de la question et qui ont posé des questions dans ce sens-là. Comment est-ce que la répartition a été faite? Y a-t-il eu un audit de cette répartition-là? On audit pas encore. Mais avant même de venir au bilan, je voudrais vraiment féliciter nos missions diplomatiques et consulaires. Les cadres aussi du ministère des Affaires étrangères et du Sénégal extérieur. Ce n'était pas évident du tout. On était dans un contexte de Covid, de fermeture de frontières, de quelque chose qui nous a surpris et qui a surpris plus d'un. Le chef de l'État a dégagé une enveloppe de 12,5 milliards. J'ai dit tout à l'heure, un des rares pays, pour ne pas dire le seul, à avoir pensé à cette diaspora. Il fallait dans ces conditions aussi, et assez rapidement, envoyer cette aide directement pour qu'elle puisse effectivement parvenir à ses compatriotes qui étaient dans plus de 142 pays. Il fallait inventer un mécanisme transparent. Il fallait développer une plateforme et en 9 mois, 12 jours, nous avons pu inscrire plus de 200 000 Sénégalais résidant dans 142 pays. C'était révolutionnaire. Inscrit. Il fallait aussi mettre en place ce qu'on appelle des comités de gestion. Nous avons réparti notre réseau diplomatique en 50 comités de gestion. Et dans chaque comité de gestion, c'est M. l'ambassadeur qui est le président du comité de gestion, le consul ou le consulat, le député de la diaspora et même les associations étaient invités et pouvaient siéger dans ce comité de gestion. On n'a pas demandé de dérogation en ce qui concerne les procédures comptables. Donc toutes les procédures comptables régulières ont été scrupuleusement respectées. Ce que nous avons fait, c'est qu'en tenant compte des nombres d'inscrits par juridiction, par comité de gestion, on a envoyé de l'argent dans ces comités et en dégageant aussi un certain nombre de critères.
Donc ceux qui respectaient ces critères étaient considérés comme des ayants droit. Parce que la cible a été bien définie. Il s'agissait des retraités, des travailleurs du secteur informel, des compatriotes vulnérables, des compatriotes en situation souvent irrégulière ou et des étudiants non allocataires. En Afrique, le chef de l'État a dit, écoutez, dans les pays du Nord, au moins ces pays, effectivement, soutenaient aussi leurs nationaux et même les étrangers. Mais en Afrique, ce n'était pas le cas. Donc, tout Sénégalais vivant en Afrique et qui a réussi à s'inscrire au niveau de cette plateforme et qui peut justifier juste par la présentation de sa carte nationale d'identité sénégalaise, son passeport ordinaire ou sa carte consulaire, donnez-lui au moins 50 000 francs CFA. Donc, à l'heure du bilan, et ça c'est extrêmement important, les paiements ont été effectués par les agents comptables qui relèvent du ministère des Finances. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de dérogation par rapport à la procédure comptable, financière et comptable, administrative et comptable. Donc, à l'heure du bilan, c'est 126 724 personnes qui ont été accompagnées.